Salutations chers auditeurs, spectateurs, c'est Vérité à venir. Et comme promis, on se retrouve pour la vidéo des cités à la Smart City qui fait suite à deux de mes précédents contenus, dont un abordait l'insécurité dans les villes par l'immigration massive incontrôlée, mais aussi par les agressions gratuites et par le déploiement de dispositifs spécifiques par la police, par l'État, par les maires, etc. Donc l'utilisation de caméras, de micros, de reconnaissance faciale, d'algorithmes, etc. La Smart City, c'est la ville intelligente. Et dans le tome 2 de Nom de Code Nouvel Ordre Mondial que j'élabore, où je travaille dessus, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin que l'automatisation, la robotisation. Il fallait revenir, avant tout, à la genèse des villes, à la genèse de la cité. Ceci, ça m'a conduit finalement sur les sentiers de Satal-Uyuk. Satal-Uyuk, c'est une ville, la première ville tout de même, qui a vu le jour il y a 9000 ans. Et à ce moment-là, l'agriculture et l'art en étaient encore à leur début. C'était l'une des premières villes de chasseurs-cueilleurs. Donc Satal-Uyuk, elle émergeait au cœur de l'Anatolie centrale, dans l'actuelle Turquie. Elle était de dimension plutôt modeste, entre 5000 et 20 000 habitants au cours de sa durée de vie, donc à peu près un millénaire, quand nous, aujourd'hui, nos villes actuelles représentent des dizaines, des centaines de milliers d'habitants. Les habitations, comme vous pouvez le voir à l'écran, étaient construites en torchis. C'est un matériau de remplissage non porteur, une sorte de béton naturel en fait utilisé pour les murs et les cloisons dans les constructions à ossature en bois, mais aussi pour faire des plafonds. Satal-Uyuk dessinait un vaste dédale d'habitations communicantes dans lesquelles l'accès ne se faisait non pas par une porte d'entrée, comme c'est le cas aujourd'hui pour nos habitations, mais elle se faisait par des échelles et des ouvertures pratiquées dans le toit. Cette ville ne semble pas avoir eu de plan initial, il n'y a pas une personne ou un groupe de personnes qui s'est mis à élaborer la ville avec une structure, non. Son développement en tout cas semble naturel, sans orientation précise. La population qui constitue Satal-Uyuk était hétéroclite, et un grand nombre de nouveaux arrivants étaient encore des nomades une génération ou deux avant que les premières habitations de la ville ne voient le jour et que, en tout cas, s'installe la population qui y vit. L'idée de se fixer de manière définitive, durable, au même endroit était quelque chose de révolutionnaire en ce temps où le nomadisme était une pratique normale. Le sédentarisme était justement cette révolution. Surtout, former une communauté stable avec d'autres nomades, c'était encore plus inimaginable. Vous imaginez bien que la question d'identité s'en est trouvée bouleversée, car c'était plus seulement exister en cercle restreint, vagabondant, ni même de se réaliser par la transmission de savoir des ascendants avec leur histoire, leur voyage, ou encore la transmission de connaissances familiales ou en tout cas du cercle restreint. Brusquement, une communauté cessa d'être une famille étendue d'individus qui se connaissent les uns les autres pour laisser place à ces villes de plusieurs milliers de résidents. Ou même entre voisins, au tout début, ils pouvaient être de parfaits inconnus, jusqu'à faire connaissance. Aujourd'hui, je dirais pas qu'on a évolué, pour certains, avec les voisins, en tout cas, on reste de parfaits inconnus. Revenons au sujet, donc, ces voisins, en tout cas, pouvaient être de parfaits inconnus, apprendre à se connaître, et surtout, ils suivaient un nouveau modèle qui emmenait à exister par le fonctionnement de sa ville, qui se trouvait à ce moment-là articulé autour de l'entretien des habitations, du partage des ressources, donc il y a quand même cette idée de solidarité, de la participation aux activités d'agriculture et d'élevage, mais encore autour du climat et des relations humaines. Là, on va voir que nous sommes dans une transition, c'est-à-dire que vous voyez, il y a le paléolithique, le mésolithique et le néolithique qui amènera à la sédentarité. Et ces populations-là, donc, étaient finalement entre les deux. Le passage de la vie nomade à la société urbaine de masse fut graduel. Elle a été rythmée par de nombreux arrêts, de nouveaux départs, au cours des milliers d'années, et l'ensemble des pratiques qualifiées de néolithiques, donc du sédentarisme, apparu en tout cas de manière autonome en de multiples endroits de l'Asie du Sud-Est au continent américain. N'omettons pas toutefois la période mésolithique, chronologiquement et culturellement intermédiaire entre le paléolithique qui le précède et le néolithique qui lui succède. Les humains s'adaptent donc brusquement au réchauffement climatique du début de notre actuelle période interglaciaire vers moins 9600 avant Jésus-Christ. Ils conservent néanmoins, en tout cas un mode de vie basé sur la chasse, la pêche et la cueillette qui s'achève avec l'arrivée des agriculteurs éleveurs du néolithique. Là, on a aussi un nouveau rapport avec les animaux. Plus seulement des animaux sauvages qu'on va chasser, mais des animaux qu'on va élever, qu'on va pourquoi pas engraisser en tout cas, pour se nourrir, ou même pour obtenir le lait ou autre des brebis, des chèvres et compagnie. Donc à la fin du Mésolithique,
est caractérisée par le passage d'une économie de chasse et de cueillette à une économie agro-pastorale, comme en atteste le développement d'habitats semi-sédentaires qui se substituent aux campements temporaires. Le développement de l'élevage pastoral est un système extensif où les troupeaux pâturent sur de grandes étendues. Le pâturage, la chose naturelle, où déjà, à l'époque, comparé à aujourd'hui, les animaux avaient un meilleur bien-être, et par le pâturage, par le fait qu'ils étaient déplacés, en tout cas de champ en champ, si on peut dire ça comme ça, ou de terrain en terrain, ils avaient accès à tellement de nutriments, tellement d'éléments naturels, qu'ils produisaient notamment des oméga 3 en petite quantité, mais quand on consommait ces viandes-là, il y avait des oméga 3 qui sont très importantes pour le système, notamment cérébral, et le système en tout cas de l'immunité. Donc le développement de l'élevage pastoral est un système extensif où les troupeaux pâturent sur de grandes étendues, les troupeaux sont déplacés suivant les saisons pour laisser à la végétation le temps de repousser et pour aller chercher ailleurs l'herbe nécessaire à la nourriture des animaux. Le respect de la nature et le respect en même temps de l'animal. À l'époque de la fondation de Çatalhöyük, l'humanité avait son empreinte écologique distinctive, abondant en animaux qu'elle élevait et végétaux qu'elle cultivait. Chèvres, moutons, chiens, arbres fruitiers, plusieurs espèces de blé, de l'orge et de nombreuses autres plantes domestiquées dans les diverses régions du monde. Mais en même temps que on change nos méthodes, en même temps qu'on change en tout cas notre consommation, notre façon de vivre, nous attirons des formes de vie que nous n'avions pas prévues. Ainsi, les rats, les corbeaux, charançons et autres indésirables, plus des microbes, sources d'infestation capables de se transmettre aisément d'un humain à un autre humain ou d'un animal à un humain dans l'espace restreint d'un village. Çatalhöyük était une ville infestée de rongeurs, ce qui obligeait les habitants à tresser donc des conteneurs en osier pour mettre les céréales à l'abri de leur voracité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que déjà à l'époque, ils avaient cette idée de créer des réserves. C'est-à-dire que pour respecter les cycles naturels et en même temps pour faire face à des catastrophes ou encore pour accueillir d'autres populations, ils avaient toujours des réserves. Donc au début, ils les stockaient dans des habitations. Ils ont vu que les rongeurs se faisaient grandement plaisir, alors ils ont construit en tout cas ces conteneurs en osier. Donc vous avez sur la gauche l'image en tout cas de de ce à quoi pouvait ressembler Çatalhöyük, et à droite vous avez les sortes de totems dont on va parler. En dehors de la production donc de marmites de haute technicité, des savoirs, en tout cas des savoir-faire encore plus élaborés, devinrent possibles. Faire cité, c'était donc mettre des compétences en commun pour avoir plus de chances de progresser et par la même occasion de gagner en confort et en facilité. Pour que la ville puisse vivre raisonnablement, il fallait avoir suffisamment de nourriture, stockée. L'agriculture nourrissait la ville, et la ville rendait possible l'agriculture. Ces rapports de réciprocité présidèrent à la naissance de l'urbanisme. L'urbanisme signifiait que la maison de tout un chacun, en tout cas, pouvait être bourrée d'outils composites et de denrées difficiles à trouver dans un autre village à taille humaine. Donc là, à cette époque, on n'est pas encore dans l'argent, dans la monnaie, on est plutôt dans le troc ou même dans le don. Dans le développement de villes comme Çatalhöyük, plus d'habitants signifiait des articles de meilleure qualité à mettre en commun ou à échanger. À cette époque, il n'y avait pas encore, donc comme je vous l'ai dit, la notion de monnaie, ni de surproduction. Vous voyez, produire en masse et quitte à jeter parce qu'on ne peut pas faire de profit, quitte à détruire parce qu'on ne peut pas faire de profit, il n'y avait pas ça. À cette époque, on produisait à peu près ce qu'on consommait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de gaspillage, mais que c'était limité. Il n'y avait pas de surconsommation ni de surproduction. À mesure que les humains abandonnaient finalement les bandes nomades pour former des communautés agricoles, leur population s'accrut. Pour l'exemple de Çatalhöyük, à mesure qu'elle se développait, ses résidents s'adaptèrent à la société de masse, créant dans l'enceinte de la ville des réseaux d'individus en qui ils avaient confiance par leur savoir-faire, leurs croyances ou encore par amitié. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières villes, comparées en tout cas aux villes et même aux pays d'aujourd'hui, elles étaient quand même harmonisées et surtout articulées autour aussi de croyances, autour du spirituel et autour de la solidarité, en tout cas d'aimer son prochain. Pour marquer l'appartenance à certains groupes, là vous avez sur la droite, il existait en fait des seaux tampons, utilisés notamment en pendentif ou encore par des plaques d'argile sur des habitations, ce qui marquait l'appartenance à un domaine comme celui des cultivateurs, de chamans ou en tout cas à d'autres groupes. Et on a également un anthropologue qui nous dit que, en tout cas,
ces structures, si je peux dire, ces sortes de médaillons, ces sortes de pendentifs, ces sortes de plaques d'argile, tout ça avait une référence, une connotation notamment à l'habitation, mais aussi au côté sexuel, d'où le phallus qui était utilisé et qu'on retrouve dans diverses civilisations. Ça a un intérêt quand même, je pousserai la réflexion plus loin sur ça, notamment par rapport à ce qu'on voit en Égypte, mais en tout cas pour aujourd'hui, je ne vous propose pas ça. Donc là, on arrive également au niveau de la culture de Çatalhöyük, Çatalhöyük qui est donc, après en tout cas la consultation de nombreux documents, semblerait une ville où l'homme était pacifique, où l'homme n'était pas un agresseur, n'était pas dans la violence, était éloigné de tout ça, et qui avait quand même une vénération de la divinité féminine qui était presque pratiquée. La femme était vue comme souveraine. Sur une statuette célèbre de Çatalhöyük, la déesse, obèse, enfante, assise sur des panthères qui lui servent de trône, ainsi convergent donc les idées de fécondité, de maternité, de royauté et de maîtrise des fauves. Ce sont bien là tous les traits de la déesse mère qui dominera le panthéon oriental jusqu'au monothéisme masculin d'Israël. Çatalhöyük révéla également la présence de nombreuses cornes de taureaux découvertes dans les lieux consacrés à la déesse, ainsi que la ressemblance de ces cornes avec les cornes de consécration trouvées en Crète chez les derniers Égéens. Il apparaît que l'organisation et la hiérarchie de Çatalhöyük ne reposaient donc pas sur les sexes d'une personne, même si la femme en tout cas semble avoir eu un pouvoir dans cette société. Durant des siècles, tout le monde vivait dans des maisons aux dimensions équivalentes. Il n'y avait ni roi, ni patron. Et la population se tournait peut-être vers un groupe de sages ou en tout cas de chefs locaux qu'ils avaient eux-mêmes désignés. Sans faire forcément une imposition de leur autorité, ces derniers partageaient peut-être leur connaissance, leur sagesse. Là, encore une fois, on est plutôt dans la supposition. C'est peut-être la raison pour laquelle Çatalhöyük est d'ailleurs catégorisé de méga-village, notamment par sa dimension un peu plus à taille humaine, mais aussi par cette égalité qui est en tout cas effective, comme dans les villages où on a tout un intérêt en tout cas à vivre ensemble et pas à se faire la guerre, être en compétition les uns les autres. C'est peut-être d'ailleurs donc cette raison où en tout cas sur place on n'a aucune construction d'un centre de pouvoir, où chacun justement c'est un peu la démos kratos, hein, là c'est la démocratie pure, le pouvoir par le peuple pour le peuple. On construit ensemble, on avance ensemble, etc. Cette rigueur égalitaire où tout le monde vivait au même niveau que les autres changea. Et oui, elle changera vers moins 6000 avant Jésus-Christ, où, à présent, dans l'occupation du Tel Ouest, des maisons à étages étaient construites. Le Tel, c'est un site. En fait, c'est une sorte de colline artificielle qui est formée par les différentes couches d'habitation humaine. Comme on se construit notre personnalité couche après couche, les habitations se font aussi couche après couche. Donc là, c'est les tels. Ce relâchement de l'égalité créa la pression. Plus la société se trouve peuplée, plus il est difficile donc de contrôler la redistribution des biens, le respect des constructions égalitaires, les envies de mesure et les embrouilles qui peuvent avoir lieu quand même. On est des humains, donc il y a toujours la jalousie, que ce soit un homme avec une femme avec un homme, ou encore un bien qui est possédé par l'autre que nous on n'a pas, ou des compétences, bref. Il y a toujours cette jalousie qui a existé dans la société et énormément de personnes qui aspirent à avoir toujours plus grand, être dans la démesure, être dans l'hubris finalement. Les habitants de Çatalhöyük se sont donc retrouvés face à un dilemme, conserver l'ancien système communautaire où les inégalités et la hiérarchie sont rejetées, ou aller vers ce nouveau modèle d'une société urbaine. Et là, la ville sépare en deux. Il y a le tel Est, lui qui renforçait l'idée que tout le monde doit avoir accès aux mêmes choses, un bien de même mesure, quand celui de l'Ouest, le tel Ouest, lui projetait son ambition de changement. Mais ce n'est pas parce que l'ancien système, par la configuration de ses habitations, laissait percevoir une égalité que c'était forcément le cas. Il y avait peut-être une inégalité sur les biens qui étaient acquis. Par contre, sur l'alimentation, par rapport aux crânes qui ont été retrouvés ou autres, il n'y a pas une différence de structure au niveau de la mâchoire ou autre. Ça, c'est important. Après, comme en tout cas dans mes recherches, j'ai pu l'analyser, il pouvait y avoir aussi des possessions de crânes, d'os, d'accessibilité au spirituel ou ce genre de choses. Et là, on a un événement qui a eu lieu. C'est l'événement qui s'appelle l'événement climatique 8,2 Ka. L'épreuve de l'expansion initiale des communautés néolithiques, que ce soit par voie terrestre ou maritime, semble en tout cas plutôt rare et sporadique. Cette première étape semble s'être poursuivie jusqu'à la seconde moitié du 7e millénaire, vers 6500, moins 6400 avant Jésus-Christ,
Il y a là donc les premières indications d'une expansion plus substantielle indiquée par les nombreux sites dans la région, des lacs et dans les parties intérieures de l'Anatolie occidentale. Ce qui a déclenché ce mouvement semble être une turbulence sociale dans la zone principale, couplée à des conditions environnementales instables apparemment liées à l'événement donc climatique 8,2 Ka. On va voir ce que c'est. Donc là, on nous explique que cette civilisation n'a pas disparu par son autodestruction ou autre. Non, elle a disparu par rapport euh, à un nomadisme qui s'est renclenché pour finalement arriver à de nouveaux sédentarismes parce que les terres n'offraient plus assez par rapport au climat de nourriture et il était impossible en tout cas de vivre à ce moment-là à Sataluyuk. Donc l'événement climatique 8,2 Ka, c'est un refroidissement qui serait dû essentiellement à un apport majeur d'eau glacée dans l'Atlantique en raison de l'effondrement final de l'Inlandsdisk, alors je ne sais pas comment on le dit, Laurentidien, en fait c'est une partie qui recouvrait l'Amérique du Nord, donc de la glace. Cet événement est venu ravager l'agriculture. Quant aux rivières de la grande plaine de Konya, leur cours d'eau se modifiait et venait à se tarir. Le climat devenait plus froid et il se produisait au moins une période de sécheresse. Comme quoi les cycles du climat, c'est bien naturel et c'est pas le CO2, c'est pas ce genre de conneries. Ça c'est plutôt pour alimenter d'un côté le marketing, ce qu'on nous prend là avec toutes les taxes, de l'autre côté laisser libre cours à tous ces apprentis sorciers du climat avec leur géo-ingénierie, c'est plutôt ça ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est facile de faire du bénéfice sur le côté climatique, environnemental, ou encore de légaliser la modification artificielle et finalement de venir à commercialiser ce qui était offert par la nature. Alors après avoir observé Sataluyuk, je suis arrivé à une autre civilisation, c'est Uruk. En fait, sur la cité de l'ancienne Mésopotamie, Uruk, nommée actuellement Warka, se situait dans le sud de l'Irak, donc en fait elle se situe toujours dans le sud de l'Irak d'ailleurs, entre Bagdad et Basra. Elle a été fondée au 5e millénaire avant Jésus-Christ, sur les bords de l'Euphrate. À ce moment-là, elle était divisée en deux parties avec Kulab à l'ouest et Eana à l'est. Leur union donnera naissance à Uruk, que vous voyez en tout cas au niveau de Sumer, après de la civilisation sumérienne. Très intéressant aussi. La ville d'Uruk est connue notamment pour son grand roi Gilgamesh et le récit épique de sa quête d'immortalité, mais aussi pour sa révolution dans bon nombre de développements de la civilisation, tels ses nombreux monuments, de grands temples, comme par exemple celui d'An, le dieu du ciel, ou celui d'Ishtar, la déesse de l'amour. On retrouve encore cet intérêt pour, en tout cas, avoir des temples, pour avoir des structures, et d'ailleurs on voit que les sacrifices dans ces civilisations-là s'effectuaient toujours sur ces sortes de collines artificielles pour être à la vue de tous. Donc là, vous avez Uruk à peu près, comment c'était en tout cas formé au niveau de la ville. Déjà, on est sur des dimensions beaucoup plus imposantes, un palais royal, un port, un canal et des ziggourats. Donc là, les ziggourats, on va voir juste après ce que c'est. Donc les temples sont composés de cours et d'édifices réservés au culte de Dieu. Souvent s'y trouve aussi une ziggourate. Donc la ziggourate, c'est une sorte de montagne artificielle, ce dont je vous parlais juste avant, un lieu qui est élevé et qui servait de plateforme sur laquelle les prêtres accomplissaient des rituels à la vue du peuple. Uruk est une cité-État, c'est-à-dire en fait une ville possédant son propre gouvernement et son propre territoire composé de la ville et de la campagne environnante. Avec l'arrivée de l'agriculture, de l'urbanisation et du commerce, les teneurs du pouvoir ont poussé les hommes à trouver un moyen de garder une trace des opérations commerciales, de plus en plus nombreuses et de plus en plus complexes. Donc, ils vont s'intéresser notamment à l'écriture. Alors, il y a l'écriture cunéiforme et une autre écriture dont je n'ai plus le nom, alors certainement que ça va me revenir. En fait, cette cité gouvernée par un roi disposait alors de milliers d'ouvriers, détenant l'essentiel du pouvoir politique et militaire et du pouvoir monétaire. Donc là, le pouvoir royal était entouré d'une administration, celle-ci prenant en charge la collecte des taxes, l'établissement de lois et de réglementations. Ceci fut possible car c'est à Uruk que l'écriture aurait été inventée. Et des tablettes écrites en Mésopotamie semblent confirmer cette analyse. Des tablettes qui datent quand même de 3400 à 3200 ans avant Jésus-Christ, où on écrivait alors avec des pictogrammes, puis avec l'écriture cunéiforme. Voilà. Avant, vous avez l'écriture pictogramme, puis à Uruk est inventée l'écriture cunéiforme. Cette écriture est donc utilisée dans 3 fonctions: fixer des lois, échanger des informations, établir des listes et des comptes, céréales, biens, etc. Là, on voit déjà une grande métamorphose, une grande modification de la société entre Sataluyuk à échelle humaine,
finalement dans un système égalitaire. Et là, déjà, on est un peu plus dans la démesure avec des divinités qui sont vénérées par des temples, qui sont érigés à leur nom, des ziggourats, donc pour faire des sacrifices ou en tout cas pour faire des prières, des rituels à la vue de tous. Des lois qui sont fixées, donc là on est bien dans des politiques qui sont menées, on a un roi, on a quand même tout un pouvoir, on a tout un tas de structures qui sont édifiées, on a aussi un pouvoir militaire, on a des informations qui sont échangées, on a diverses choses. C'est aussi à Uruk qu'on va voir ce que vous avez à l'écran, là en fait, c'est les sauts cylindres. Et donc ça, le saut cylindre, en fait, c'est des motifs qui représentent des dieux ou des symboles du pouvoir. Et en fait, c'est un peu comme un tampon, vous voyez, de l'administration actuellement, si je peux faire une comparaison, peut-être un peu vulgaire par rapport, en tout cas, à leurs compétences à l'époque, mais ça serait ça, un tampon de l'administration qui te valide ou non, qui servait en fait à identifier le possesseur, donc à identifier des biens personnels, ou qui servait de signature sur des documents officiels, hein. Donc pour continuer après l'analyse, on a donc l'histoire des villes en Mésopotamie. Il faut savoir en fait que durant des siècles, hein, plusieurs cités telles que Kish, Uruk et Mari ont tenté de s'imposer par la guerre. Donc elles se sont fait la guerre, là on était sur une conquête de territoire, mais elles n'ont point réussi à unifier la région. Et finalement, vers 2350 avant Jésus-Christ, un roi de la ville d'Uma, Lugal-Zagassi, parvient à s'emparer l'une après l'autre de l'ensemble des cités du pays de Sumer, avant d'installer sa capitale dans la ville d'Uruk. Il a régné pendant à peu près 25 ans, puis la royauté a été transférée à Akkadène en 2334 avant Jésus-Christ. L'empire de Sargon d'Akkad fédéra les cités-États pour créer le premier État uni. Le premier État uni, Sauruk, qui se transforma en empire grâce aux descendants de la dynastie tels que l'empereur akkadien Naram-Sin. La troisième dynastie d'Ur gouverna si bien qu'elle donna naissance à une renaissance sumérienne et Uruk en profita, tout comme le reste de la région. Et là, on arrive à la suite de l'histoire. Là, on est au royaume d'Ur, hein, qui se retrouve anéanti vers 2004 avant Jésus-Christ par des troupes élamites. Et les Amorites prennent le contrôle de tous les territoires petit à petit mésopotamiens répartis en royaumes, y compris de Babylone, qui devient le cœur de cette région sous le règne du sixième roi de la dynastie, qui est Hammurabi, qui fonde le premier empire babylonien. Babylone perdra de sa puissance jusqu'à 609 avant Jésus-Christ, où elle reprendra le pouvoir de la Mésopotamie. Babylone se trouve alors sous le règne de Nabuchodonosor II. C'est une cité de plus de 1000 hectares. Et dans la Bible, et même au travers de l'histoire, Nabuchodonosor II est quand même très influent et très important. Je pense que je développerai dans le livre sur ce personnage, ou en tout cas je vous ferai une vidéo à côté pour expliquer un peu plus l'histoire de cette personne qui est très passionnante. En tout cas son histoire. Donc son prestige s'étend au-delà de la Mésopotamie, les frontières vont de l'Égypte à l'ouest aux frontières de la Perse. À cette époque, l'araméen, qui s'écrit en alphabet, commence à supplanter l'akkadien, l'écriture cunéiforme, qui est désormais utilisée davantage par les intellectuels. Et à la mort de Nabuchodonosor II, le roi perse Cyrus reprend Babylone. Et là, on a un Macédonien, pas n'importe lequel. En 331 avant Jésus-Christ, après des années de lutte, Alexandre le Grand achève la conquête du grand empire perse. Il tenta d'unifier les différentes cultures qui composaient son vaste royaume, de la Macédoine jusqu'au port de l'Inde, inscrivant les bases de ce qui deviendra la civilisation hellénistique. Alexandre le Grand fut éduqué par le célèbre philosophe Aristote, qui l'a nourri d'une ambition de démesure. Aristote, c'est pas n'importe qui. Il avait pour projet d'unir l'Occident et l'Orient au sein d'un seul empire. Donc lui, il comptait réunir le tout, former une culture commune. En fait, c'est un peu le multiculturalisme d'aujourd'hui qui n'aurait pas forcément fonctionné. Après, on ne sait pas. Donc là, vous avez un visuel, que je revienne un petit peu en arrière, sur tout son empire. Donc vous voyez de la Macédoine jusqu'à Babylone, Alexandrie, etc. D'ailleurs, dans pas mal de villes où il va passer, en tout cas qu'il possédera, il y aura ces villes qui seront renommées Alexandrie, en tout cas qui auront une modification dans leur sens et qui seront vraiment liées à ce personnage. Et donc comme je vous ai dit, oui, voilà, il vient de la Macédoine. Donc là, on arrive des villages aux villes. Dans quel modèle avons-nous plus à gagner
qu'à perdre à vivre ensemble. Est-ce qu'on a avantage à vivre ensemble plutôt que dans la division en campagne ou en ville? Personnellement, je pense que la campagne est un meilleur modèle. Alors il y en a qui vont préférer la ville parce qu'il y a les transports, parce qu'il y a l'accès à certaines cultures, à des musées, à des soirées, etc. Moi personnellement, je préfère le modèle de la campagne. Donc là, alors que les villages finalement vivent sur et des terres au fil des saisons, qu'ils assurent abri et alimentation au fil des saisons, la ville, elle, se caractérise depuis 6000 ans par un lieu de pouvoir et d'échange, bois, minerais, charbon de bois, etc., et une charge symbolique des ziggourats, comme on l'a vu, les temples, etc., dans une communauté de moyens où l'on a plus à gagner qu'à perdre à vivre ensemble. Donc là, le village, on a plus à gagner qu'à perdre à vivre ensemble. La ville, à la différence des villages, a structuré l'organisation des populations où des gens peuvent se côtoyer quotidiennement sans se connaître, autour de quartiers, de jardins et de lieux d'échange et de commerce. Près de la moitié de la population mondiale, actuellement, vit dans les villes et les trois quarts de la population européenne vit dans les villes. La ville est le lieu de tous les possibles entre les emplois, les rencontres, le grand nombre de services, l'accès à la culture avec ses musées, ses centres d'exposition et compagnie. Elle peut aussi se transformer en lieu d'observation des inégalités, devenant en tout cas dans certaines parties du monde, un cauchemar. Par la multiplication des bidonvilles, près de 1,5 milliard d'habitants sur Terre habitent dans des bidonvilles, des zones d'insécurité ou encore des services publics mal assurés. Et d'ailleurs, je pense, je vous ai mis l'authentique, que dans tous les pays, peu importe le pays que vous allez voir, que ce soit la France, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis et ailleurs encore, l'Algérie, le Maroc, peu importe, vous retrouverez l'authentique population de ces pays-là dans les campagnes et non dans les villes. Les villes sont finalement une sorte de macération de toute population qui donne cette odeur nauséabonde, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que oui, c'est enrichissant de voir des personnes venues d'Italie, des personnes venues d'Ukraine, des personnes venues d'Algérie, des personnes venues du Cameroun, etc. C'est enrichissant par la culture et par l'échange. Sauf que reste-t-il vraiment, par exemple, de Français? Et inversement, dans d'autres pays, que reste-t-il vraiment d'Américains? Même si les Américains, oui, c'est une colonie britannique et c'est bien des Européens, enfin, en tout cas, oui, des Européens qui ont été envoyés là-bas. Mais enfin, je trouve en tout cas que c'est bien en campagne, je ne sais pas pour vous, hein, vous allez me dire dans les commentaires, mais c'est bien pour moi, en tout cas en campagne, qu'on retrouve la vraie population du pays. Et c'est pour ça que d'ailleurs Macron souhaite détruire ceci, en créant des centres de migrants et compagnie dans ces zones-là, dans ces zones rurales. Donc la densité de la population ne cesse de croître avec le rassemblement d'humains dans des mégacités. C'est-à-dire qu'on déplace des humains comme ça, on n'essaie pas d'apporter des solutions dans leur village ou dans leur ville. Non, on les déplace. On dit, vous voyez, vous avez un problème de guerre, mais on n'apportera pas de sécurité. Déplacez-vous. Vous avez un problème de climat, déplacez-vous. En fait, c'est tout le temps comme ça. Un problème d'alimentation, déplacez-vous. Et donc, nous, on se retrouve finalement avec des villes qui sont surpeuplées, qui ne sont plus seulement des cités, mais qui deviennent des mégacités. Et donc, selon l'ONU, ce sont des agglomérations qui comptent environ 10 millions d'habitants, qui sont passées de 4 mégacités en 1950, New York, Tokyo, Londres et Paris, à 31 mégacités en 2020, et selon la projection des Nations Unies, il devrait y en avoir 10 nouvelles pour 2030. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec à peu près 40 à 50 mégacités à travers le monde, avec plus de 10 millions d'habitants, avec ce que ça encourt en risque de transmission de virus, ou encore de ce que ça encourt en risque avec la logistique mal assurée, par une pénurie, par encore des problèmes d'alimentation et compagnie. Vous voyez, on va se retrouver à la fois face à des villes avec des millions de cerveaux qui peuvent développer des milliers de compétences, qui vont, par cette finalement insécurité, par cette masse qui est là mais qui n'a plus vraiment d'intérêt à faire communauté avec les autres, parce que là, du coup, on n'est plus dans une ville à l'échelle humaine, où on peut connaître la personne. Non, là, on est dans des villes où on croise n'importe qui, mais on ne saura jamais, en tout cas, faire connaissance avec tout le monde, ce qui n'est pas possible. Donc la sociologie ne dénombrait que 3 villes globales en 1991. Il y avait Tokyo, Londres, New York. Et on retrouve ces villes qui sont les ordres marchands aussi. Amsterdam, Genève, Tokyo, Londres et compagnie. Alors, même si Tokyo n'en fait pas partie, oui, mais peut-être que par la suite, selon les projections d'Atali en tout cas, elle pourrait devenir un ordre marchand. Elles sont si nombreuses, ces mégacités, finalement, qu'aujourd'hui,
On les voit se rêver en ville-monde, cherchant à attirer les entreprises et les talents, et finalement devenant l'État dans l'État, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un peu comme en France. L'État applique des lois plutôt pour Paris, pour les Parisiens. Le moindre exemple qui sera cité, ça sera pas la Bourgogne, ça sera pas encore Marseille, quoique Marseille peut être cité quand même, mais ça sera pas la Loire-Atlantique, la Vendée, non, ça sera pas ces départements-là, que ce soit Amiens, que ce soit Nantes, ou alors qu'on descende un peu à Bordeaux ou à Montpellier. Non, ça sera toujours Paris l'exemple. Vous voyez? Et c'est ça, ces mégacités, en fait, ça devient les sortes de sources de nouvelles civilisations et où le pouvoir vraiment est décidé, pour eux et par eux, même si les résidents, en tout cas, de ces lieux-là, vont en pâtir. La ville est un lieu donc de pouvoir. Dès le Moyen Âge, les autorités établissent leur siège, et de contre-pouvoir par des manifestations ou encore par des révolutions qui ont eu lieu en ville, car la proximité s'offre aux opposants d'accéder au siège au lieu de pouvoir. Alors, on peut y accéder comme ça. Maintenant, est-ce qu'on fait vraiment changer les lois? Est-ce qu'on réobtient la démocratie? Je doute, hein. Et même avec un référendum d'initiative citoyenne, je doute fortement qu'on vienne à rétablir la démocratie. Nous l'avons observé précédemment, la ville donne la possibilité de créer un système où chacun a ses rôles, que ce soit pour proposer des services ou pour en profiter, le tout rendu possible dans un cadre défini par des lois. Même, même si vous avez des lois qui sont applicables, même si vous avez des lois qui sont applicables en campagne, en ville c'est différent, rien que par les infrastructures qui sont offertes. Nous, d'ailleurs, je ne vois pas de tribunaux dans les campagnes. Le tribunal est en ville. La justice se fait en ville. Le pouvoir se fait en ville. Nous pourrions comparer l'expansion des villes avec le changement que l'argent a offert après le troc. Vous voyez, le troc, si par exemple j'avais 1 tonne de tomates et que je souhaitais acquérir un bien, c'était pas possible si la personne en face ne voulait pas troquer en tout cas son bien contre que des tomates. Si par contre elle souhaitait troquer son bien contre des patates, des tomates, des vêtements, etc., alors c'était à moi de me débrouiller dans les trocs, dans de multiples trocs, pour accéder à toutes les demandes du client, d'accord, et en même temps qui est le client et qui est celui qui fait l'offre, donc qui est le vendeur et le client, il est les deux à la fois, et faire en sorte que ces denrées alimentaires, ce genre de choses, ne périssent pas et que les vêtements ne soient pas abîmés. Donc c'était galère. C'est pour ça qu'ils ont mis en place l'argent, avant que ça devienne de la monnaie, l'argent accepté de tous, ou en tout cas qui permettait de faire des échanges directs, pas de passer par de multiples échanges. Donc qui permettait l'accès direct aux services ou aux biens, faire en sorte finalement que tout ceci soit harmonisé. Et aujourd'hui, on voit que en dehors de cet argent et en dehors en tout cas de cette accessibilité rapide aux produits de façon concrète, plus il y a d'êtres humains dans une ville, plus il faut assurer la politique de celle-ci, qui passe par la logistique, l'accès aux services, faire en sorte que des logements soient sur le marché pour éviter de se retrouver avec une masse de sans-abri, conserver une sécurité pour rendre possible des balades et sorties, autant pour les riverains que pour les touristes, savoir rester attractif avec des espaces culturels, des expositions, etc. Là, on a vraiment ce côté de l'argent qui a permis de faire la cité, qui a permis à ce que chacun finalement trouve entre guillemets sa place, ou en tout cas soit employable, donc devienne le militaire, le policier, le pompier, enfin, l'agent administratif. Ça a été rendu possible parce qu'on est sorti du domaine du troc, où du coup on vivait plus par solidarité, par échange, par... Non, on vivait dans un individualisme, mais à la fois dans la société. Un individualisme pour la société. Comme je vous le disais, à l'avenir, les villes auront le pouvoir, pas les pays. Les grands centres urbains, de plus en plus connectés au reste de la planète, sont devenus les points névralgiques de l'économie mondiale, faisant même passer les États au second plan de la mondialisation, explique Parag Khanna, l'auteur de Connectographie, donc avec son schéma juste en dessous. D'ici à 2025, il y aura au moins 40 mégalopoles de ce genre, donc ce qu'on voyait entre 40 et 50. La population de la région du Grand Mexico est plus nombreuse que celle de l'Australie, tout comme celle de Chongqing, un ensemble d'agglomérations urbaines chinoises reliées entre elles sur une zone de la taille de l'Autriche. Les villes qui se trouvaient autrefois à des centaines de kilomètres ont désormais fusionné pour devenir d'immenses archipels urbains, le plus grand étant le corridor du Tokaido au Japon, qui englobe les 2 tiers de la population japonaise au sein de la mégalopole de Tokyo, Nagoya, Osaka.
vous prends l'exemple de nombreux livres qui imaginaient le futur. Vous avez Ravage, L'île à Hélice, L'Utopie de Thomas More, donc L'Utopie de Thomas More tout à gauche, Ravage au centre et Jules Verne, donc L'île à Hélice. Vous avez également de nombreux films comme Le Cinquième Élément, Minority Report, iRobot et bien d'autres encore qui imaginent un futur soit avec des robots, soit encore avec des vaisseaux qui volent, etc. En fait, que ce soit les écrivains, les réalisateurs, les scénaristes, ils se sont tous prêtés au jeu d'imaginer les villes de demain. Et dans ces contenus qui nous ont été proposés, on a d'un côté des transports dans les airs, de l'autre des personnes qui se projettent dans un futur avec des publicités en 4D, les plus imaginaires voient même un autre monde de vie finalement souterrain. Pour certains, dans leur contenu, les villes seront bondées, quand pour d'autres, les villes seront vidées, décimées de la population qui aura disparu à cause d'un virus ou à cause d'une guerre. Chacun, en tout cas, y va avec son scénario, mais on a une réalité, donc la réalité de 2020, 2022, 2023 maintenant, c'est qu'en fait, peu importe la créativité de ces scénaristes et écrivains, ils s'éloignent quand même souvent de la réalité. Preuve en est aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à des villes souterraines, des transports aériens, hormis les avions et les hélicoptères, ou encore avec des robots humanoïdes qui se baladent dans les rues. Même si on a quand même, alors je vous montrerai après, c'est pas ici, ça sera un petit peu après, des robots, notamment de Boston Dynamics, qui commencent à faire un peu la loi, ou en tout cas qui commencent à surveiller les villes. Cependant, il est exact de constater que nos villes se modifient et que pour les plus grandes d'entre elles, de plus en plus de technologies vont accompagner les divers corps de métier qui assurent les services de sécurité, de transport, d'acheminement d'eau potable et d'acheminement d'énergie tierce. Pour ces futures villes, qui se veulent plus inclusives, plus attractives, nous retournons sur le dilemme de savoir quelle conception de ville s'imposera. Il y a deux conceptions, la cité romaine, où les représentants de Rome font la cité, une communauté d'individus qui partagent une caractéristique sociale, profession, classe sociale en commun, en tout cas ils ont un intérêt commun. Ou alors la conception grecque, où la cité dépasse les individus qui la composent en les situant sur un même plan horizontal, le démos kratos, pouvoir par le peuple pour le peuple. La société grecque n'est pas de type hiérarchique, mais plutôt égalitaire, comme ce fut le cas pour la première ville, Satal Uyuk. Ce futur offrira-t-il un mélange de toutes les utopies, fictions qu'on a pu observer? Des villes qui deviendraient durables, créatives, fluides et intelligentes? Un monde de villes intelligentes, des smart cities quelque part. En tout cas, le terme de smart city, donc là je vous renvoie, ces smart cities qui sont en réalité acceptables à cause notamment de l'insécurité, de la mauvaise gestion de la logistique, de l'énergie, du climat et compagnie. Donc là vous avez à l'écran un petit design par rapport au Smart City. Vous avez notamment le releveur de compteur gaz, eau, électricité qui se fait de façon automatique par des prélèvements à distance, en tout cas par des relevages à distance. Vous avez le suivi de la production d'électricité, ce qui est déjà disponible actuellement. Ce qu'on produit par le parc éolien, par le photovoltaïque, par le gaz, par l'importation encore de l'étranger ou par tout notre réseau nucléaire. Vous avez l'état de suivi de la chaussée ou encore des bons prélèvements, en tout cas des poubelles, ce genre de choses, des sorties de poubelles, le relevé des niveaux de cuves aussi. Alors après, il y a d'autres choses qui peuvent avoir lieu dans les smart cities, l'analyse des eaux usées pour voir s'il y a des virus, ou encore les recherches internet qui sont effectuées, la détection de crues, suivi niveau d'eau, le suivi d'état, mais également le suivi des personnes, voir s'ils représentent ou non un danger pour la société, la pollution atmosphérique, il y a plein de choses en fait. Et tout ça par de multiples capteurs qui sont placés à divers endroits dans la cité, dans la ville. Et en fait, l'idée même de cette ville intelligente, elle est née d'une discussion en 2005 entre Bill Clinton et John Chambers, président Cisco, et le premier, donc Bill Clinton, ayant lancé au second de rendre les villes plus durables. Et Bill Clinton expliqua que les villes sont en fait déjà intelligentes, mais qu'elles doivent désormais devenir durables. La Smart City répond à une vision de centralisation de la gestion urbaine, voies publiques en surface, donc les routes, les trottoirs, les rues, les infrastructures publiques souterraines, les réseaux, les infrastructures publiques aériennes, éclairage public, capteurs de pollution, drones, bâtiments publics également, donc les hôpitaux, les mairies, les bibliothèques, les musées, etc.
Et nous avons IBM, en 2011, si je ne dis pas de bêtises, qui a placé, en tout cas qui a déposé une sorte de brevet pour les Smarter City. Et là, en allant sur son site, je vois les citoyens attendent une technologie gouvernementale moderne. L'architecture du cloud hybride et les solutions d'IA d'intelligence artificielle d'IBM, International Business Machine, fournissent la modernisation riche en sécurité dont les sociétés résilientes ont besoin. Ils nous mettent un peu plus loin, la technologie au gouvernement. Les événements mondiaux ont démontré l'urgence de faire progresser la transformation numérique et la modernisation informatique à tous les niveaux de gouvernement. À une autre page, on a la technologie de ville intelligente révolutionne l'infrastructure. Le cloud, donc c'est le réseau, le nuage, donc en tout cas le réseau qui permet d'y accéder directement à n'importe où. Hein. Le cloud, ça en parle à certains. Donc le cloud hybride et l'IA sont au cœur des dernières innovations pour moderniser les infrastructures publiques, aider les administrations à soutenir les citoyens de manière durable. Je tiens à rappeler que IBM, c'est quand même la machine qui a développé l'intelligence artificielle Watson, qui a battu en tout cas alors c'est même plus au jeu d'échecs, c'est au Go. C'est encore plus complexe. Et il a su battre des humains. En tout cas, l'algorithme, hein, je parle. Je parle pas d'une intelligence comme ça qui serait numérique. Non, c'est comme chatbot, c'est bidon. Enfin, c'est pas bidon, mais en tout cas, ça a des puissances de calcul exceptionnelles, révolutionnaires, mais ça n'a pas une intelligence en soi. Ça ne sera pas comparable à un humain. Ensuite, pour revenir à IBM, International Business Machine, il faut quand même se rappeler que c'est eux qui ont permis la logistique aux nazis, que ce soit par rapport à leurs munitions, donc à leur armement, à leur artillerie, mais aussi par rapport à leur alimentation, et surtout pour ficher avec les cartes perforées tous les juifs, les tziganes, les noirs, les opposants à exterminer, pour que finalement la solution finale soit possible. Donc International Business Machine avant se nommait Deomag Oloris. Ils avaient des cartes perforées. Aujourd'hui, cette International Business Machine est présent à travers le monde et surtout propose ces villes de demain, ces smart cities. Sur leur site, encore un peu plus loin, vous pouvez voir la technologie s'attaque aux embouteillages. Donc là, vous avez l'exemple de Stockholm qui a mis en place un système de gestion de la circulation premier du genre qui permet de réduire les embouteillages, d'augmenter les recettes et d'améliorer l'environnement. Toujours le côté philanthrope, ou en tout cas le côté de la bien-pensance pour l'environnement, pour les gens, pour éviter les embouteillages. Vous voyez, que le côté bénéfique. Jamais le côté dangereux de toutes ces technologies, de la mise en place, des débordements qu'il peut y avoir avec, et surtout des dérives qui peuvent en découler. La transformation du plus grand port d'Europe, le port de Rotterdam, utilise les big data et l'Internet des objets pour numériser ses opérations et améliorer son efficacité. Autre exemple, une compagnie de transport en commun prévoit l'état de ses actifs grâce à l'IA. Atlanta améliore le système de ventilation de ses tunnels et la qualité de l'air grâce à IBM Cloud et Watson, dont je vous parlais avant, qui est une intelligence artificielle. En 2012, une politique nationale de modèle pilote de ville intelligente est mise en œuvre par le ministère du Logement et du Développement urbain rural et reconduite en 2013 et 2014. De nombreux projets pilotes sont alors mis en place à travers tout le pays, en particulier dans les villes considérées prioritaires comme Wuhan, Shenzhen, Tianjin et Xi'an. En janvier 2019, la Chine comptait le plus grand nombre de projets de Smart City au monde. Plus de 500 étaient achevés ou en construction à la suite du 13e plan quinquennal 2016-2020, approuvé en mars 2016 et qui allouait à ce gigantesque programme d'équipement 500 milliards de yuans, soit 63,51 milliards d'euros. Et il faut savoir que toutes ces technologies mises en place dans les villes ont permis d'arriver à la notation des citoyens. Tu traverses bien, pas bien, ont permis de basculer encore une fois sur le système monétaire. Je vais vous faire également un documentaire sur l'argent qui est devenu monnaie. Cet argent qui était physique, qui était frappé en tout cas dans l'histoire par rapport à un temple à Rome où il y avait cette possibilité en tout cas une déesse qui avait la possibilité de prédire l'avenir. Donc là-bas était frappée la monnaie et cette monnaie en fait l'argent était frappé là-bas plus précisément parce que c'était axé sur des matériaux, c'est-à-dire l'or, l'argent, le bronze. Aujourd'hui, l'argent s'est transformé en monnaie, c'est-à-dire qu'on ne parle même plus de deniers, on ne parle plus d'écus, on ne parle plus de tout ça, on parle uniquement de monnaie.
Et on est passé d'une monnaie fiduciaire, papier, et également, en tout cas, en pièces, à la monnaie scripturale, qui existe que sur l'informatique, qui maintenant nous vient, en tout cas, qui vient à être modifiée vers les crypto-monnaies. Et on nous dit que c'est la liberté. La crypto-monnaie, c'est la monnaie de demain, on sort des banques centrales, plus d'impression comme ça. C'est faux. C'est faux, c'est encore un modèle pour justement qu'on ait encore moins accès, encore moins de liberté. On est toujours plus dépendant et toujours plus surveillé sur le moindre achat. Autre exemple de Smart City, la Chine étend sa technologie Skynet, qui scanne les visages de sa population en une seconde. Ils ont développé des algorithmes si puissants, les gens se sont enregistrés avec consentement ou non, parce que pour la Chine, je pense qu'on peut hésiter sur le consentement, mais en tout cas, en Europe, on voit, en Europe même en Amérique, que de plus en plus de personnes déverrouillent leur smartphone avec leur visage. Le côté biométrique, et ils trouvent ça cool. Oh, regarde, je fais un mouvement de la tête, le téléphone, il se déverrouille. Ils comprennent pas que la biométrique servira à alimenter notamment les réseaux des policiers. Bon, pour certains, ça va pas les déranger, mais ça sera au-delà, ça sera l'hypersurveillance, et ça sera surtout encore le capitalisme qui va l'emporter sur ça. Je continue la lecture, mais le gouvernement chinois poursuit la construction d'une base de données de reconnaissance faciale qui doit à terme contenir des informations sur l'ensemble de ses 1,3 milliard de citoyens. Le système, appelé Skynet, est déjà déployé dans 16 villes et provinces chinoises, a rapporté ce week-end le Global Times, qui précise que son but est d'aider la police à interpeller les criminels et ainsi accroître la sécurité des citoyens, notamment face aux menaces terroristes. Et quand ce n'est pas les menaces terroristes, c'est les menaces qui peuvent être réelles, hein, de violence, de vol, d'agression, de viol, etc. Donc vous comprenez, avec ce qu'ils sont en train de laisser pulluler en France, toutes ces agressions quotidiennes et des gens qui passent au tribunal, qui prennent du sursis, un rappel à la loi, ou qui prennent une petite peine, qui ressortent rapidement sous bracelet, et qui refont encore des crimes, ou des délits. Bah, dans la société, les jeunes, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, bah, ça sert à rien d'aller travailler, je vais pas faire pour 1200 euros, je vais faire tant de cambriolage, je me fais arrêter, je vais prendre un rappel à la loi, voilà, et en attendant, moi je fais des cambriolages, ce genre de choses, je vais agresser les gens pour prendre des téléphones. Pourquoi acheter un téléphone quand je peux en voler un? Et qu'en plus, les flics, ils vont classer sans suite. Donc les gens, ils ont tellement ras-le-bol qu'à un moment, ils font quoi? Et ben en fait, on est dans la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que ce qu'ils n'auraient pas accepté hier par l'ultra-surveillance, par le fait d'être épié par les caméras, par des micros dans la ville, par la surveillance en GPS par rapport à son téléphone, tout ça, ça devient acceptable. La Smart City, qui n'est pas uniquement axée sur le côté de la sécurité, mais qui est en grande partie liée, est acceptable. Et puis, on crée des crises, notamment énergétiques, pour valider l'intérêt de surveiller le réseau en temps en heure, de savoir quand est-ce que c'est tendu, quand est-ce que les particuliers peuvent réinjecter leur énergie qu'ils produisent et qu'ils stockent, pourquoi pas, même si le stockage de l'énergie de l'électricité n'est pas une réalité. Dans les batteries, il y a toujours de la perte, mais en tout cas, dans les batteries, c'est quand même possible de conserver de l'énergie. D'accord? Vous en perdrez, mais vous en conservez quand même que vous pouvez renvoyer sur le réseau. Après, c'est encore une fois une question de tension et tout ça, c'est à revoir. D'ailleurs, ils se questionnent, est-ce qu'ils vont pas passer sur des flux tendus? Je vous avais partagé un extrait d'un travail. Continuons. Donc, Skynet, on nous dit, a une précision telle qu'elle peut identifier les visages depuis différents angles et sous différentes luminosités, entre autres, et le système est suffisamment rapide pour scanner la population chinoise en une seconde seulement. Et cela prend 2 secondes pour scanner la population mondiale, écrit le journal chinois proche du pouvoir qui prétend, alors après évidemment ils font leur éloge, ils font leur promotion parce qu'ils ont des Huawei, ils ont des grandes entreprises qui ont intérêt à vendre leur système de surveillance, leur système de traçage, de reconnaissance faciale à l'étranger. Donc évidemment, sur les chiffres, on ne doit peut-être pas être à 99,8% comme il l'affirme. Et puis, j'ai trouvé un autre article qui inscrit, au début de la pandémie de Covid-19, alors que les populations de nombreux pays se confinaient progressivement, les Smart Cities, donc les villes intelligentes, et leurs dispositifs numériques sophistiqués n'ont pas permis d'échapper à la mise en quarantaine ordinaire des villes où le modèle était déployé. Comme partout ailleurs, la distanciation sociale s'y est imposée à renfort d'urbanisme tactique et de dispositifs éphémères improvisés, utilisant parfois de simples morceaux de scotch. C'est que les Smart Cities ont été pensés pour optimiser le fonctionnement des services d'information et des réseaux urbains, et non pour la gestion de crises pandémiques.
Mais là, ça veut dire qu'ils sont en train de cogiter sur ça. Sur le développement d'algorithmes, sur des haut-parleurs qui, notamment, diraient hop, 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 2 mètres, sur encore des drones qui seraient dépêchés, sur ce genre de choses. Enfin, on l'a déjà eu dans une précédente vidéo sur l'insécurité en ville, où maintenant, en France, ils ont mis des dispositifs de micro, et si jamais ils entendent une détonation, ou en tout cas une voiture percuter quelque chose, ou autre encore, ils vont directement rediriger les caméras vers le lieu d'incident, en tout cas vers le lieu où il y a un bruit suspect, pour identifier. Donc on peut imaginer demain que en Chine, dans un premier temps, toute mauvaise conversation contre le parti communiste, ou en tout cas contre le parti chinois, excusez-moi, c'est pas le parti communiste, le parti chinois, en tout cas en place, celui de Xi Jinping, la moindre mauvaise parole ou autre sera identifiable parce que tout est enregistré, donc le côté biologique, mais aussi le côté de la voix, le côté vocal est enregistré, on a le dossier citoyen, tac, on sait que telle personne était là, les caméras ont vu qu'elle parlait avec lui, vous voyez, ça peut aller loin. Je ne vais pas entrer dans les détails. Continuons. Si on peut donc difficilement dire qu'elles aient été mises en échec, ces smart cities, ces villes intelligentes, elles ne se sont pas montrées plus utiles que les versions analogiques de la ville. Fait révélateur de cette dynamique, certains projets de smart city ont été annulés, tel celui de Kaesid à Toronto, et au Japon, on parle désormais de Super City, une ville fondée sur le déploiement massif de l'intelligence artificielle. À l'échelle du monde, l'expansion de la Safe City, donc de la ville sécurisée, et le reflux de la Smart City, la ville intelligente, semblent ainsi traduire les dynamiques contraires de la Chine et des États-Unis dans la course à l'hégémonie technologique et économique, dont l'un des champs privilégiés d'investissement se trouve être les villes, plus précisément les infrastructures pour le côté smart, le côté intelligent, les comportements pour le safe, le côté sécurisé, le côté de la sécurité. Cette vitalité de la Safe City, poussée par la pandémie de la Covid-19, annonce-t-elle un basculement géopolitique du monde vers l'Orient devenu prescripteur de modèles urbains et au-delà de régimes sociaux, économiques et politiques? En collaboration avec Safaricom, le principal fournisseur de services de télécommunications au Kenya, Huawei a déployé plus de 1800 caméras de vidéosurveillance dans tout le centre-ville de Nairobi. Grâce à une infrastructure sans fil, le flux de la caméra en direct est transmis au centre intégré de contrôle et de communication IC3 au siège de la police nationale du Kenya. Là, les agents peuvent surveiller la capitale kenyane à tout moment et envoyer rapidement les premiers intervenants en cas d'urgence, et on peut imaginer dans un futur proche des essaims de drones, des patrouilles de drones avant d'envoyer des humains pour prendre le moins de risques possible. Tout cela fait partie de la Safe City, une solution TIC, donc des télécommunications, informations, télécommunications informatiques, et j'ai plus la suite. Mais en tout cas, c'est lié aux télécommunications, aux informations de la communication. De Huawei, permettant au gouvernement de Nairobi de maximiser la sécurité publique depuis 2014, a déclaré Adam Lane, directeur principal des affaires publiques chez Huawei Afrique du Sud. En France, nous, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo sur les dispositifs spécifiques, on a à Nice Christian Estrosi. Il veut mettre en place une plateforme de recherche basée sur l'intelligence artificielle. À Nice, il redemande à tester l'intelligence artificielle en matière de sécurité, notamment lors de la Coupe du Monde de rugby. À Cannes, de nouvelles caméras de vidéoprotection camouflées dans le mobilier urbain vont apparaître et sont déjà en place. Donc vont se généraliser de plus en plus dans le mobilier urbain. Vous voyez, ça va être caché, c'est-à-dire que on n'aura même pas la notion d'être surveillé. Et c'est un peu ça le côté de la militarisation de l'espace urbain. Tout le monde devient un potentiel ennemi à la nation. Un peu avec le Patriot Act en 2001 aux États-Unis. Londres propose des subventions pour accélérer le transport autonome. Ça va en faire un paquet de chômeurs entre les routiers, etc. si on met tout ça autonome. Sachant que Tesla travaille sur ça. Vous aviez Uber, Uber, ils ont vendu leur filiale. Vous avez Google encore qui travaille également sur des projets comme ça, similaires, où la voiture serait autonome et où les transports seraient pareils, autonomes. Soit les transports en commun, les transports de marchandises et compagnie. Singapour et la France ont signé un accord de collaboration dans divers domaines de l'économie numérique et verte, notamment les transports intelligents, les services financiers, les technologies médicales, MedTech. Ça, c'est incroyable. Ce qui est prévu avec les JO 2024, qui arrivent l'année prochaine,
c'est de créer l'une des plus grandes smart cities qui puissent exister, à Paris. Faire de Paris un exemple pour les autres villes de la France. Au nom de l'environnement, de la sécurité, de l'économie, des transports, des services et de tout ce que vous voulez. Le partenariat numérique et vert France-Singapour offrirait une plateforme structurée permettant aux deux pays de coopérer dans des projets portant sur un éventail de questions numériques et vertes. Ces projets, ainsi que les résultats visés, seront décrits dans le plan de travail et comprennent des secteurs tels que les transports intelligents, les villes intelligentes, l'innovation financière et les technologies éducatives. En clair, transport intelligent, transport autonome, transport plus disponible. Vous voyez, notamment avec la SNCF, les retards, ce genre de choses. Ils vont travailler à robotiser, automatiser tout ça. Les villes intelligentes, donc tout ce qu'on a vu, la surveillance, le transport de l'énergie, également donc la vérification du réseau en temps et en heure, même si c'est déjà un peu le cas. L'innovation financière, on suppose des crypto-monnaies, étant donné que la Banque de France travaille sur la crypto-monnaie, qui a une idée de crypto-euro, de basculer de cette monnaie fiduciaire, de la monnaie scripturale à une monnaie encore différente, même si elle reste scripturale, qui serait la crypto-monnaie, la crypto-euro, et les technologies éducatives, tout ce qui est de l'enseignement à distance, lié notamment au confinement et compagnie, qui pourrait revoir le jour. L'objectif est de faciliter la collaboration entre les organisations privées et publiques qui exploitent les technologies numériques et vertes pour stimuler la compétitivité des deux économies de manière durable. Avec la lutte, bien évidemment, contre l'émission de carbone. Alors vous doutez bien, dans cette ville intelligente, que le citoyen lui-même doit devenir intelligent. People smart, ou smart people, en tout cas, l'individu intelligent, donc qui doit partager ses données, ce qu'il consomme, s'il pratique du sport, s'il consomme des produits qui émettent tant de CO2, etc. C'est une nouvelle norme par des passes. On avait le pass sanitaire, on va arriver à un pass écologique, à un pass citoyen, un pass du comportement et compagnie. Celles-ci porteront sur des questions telles que la protection des données personnelles, parce qu'ils sont bien embêtés avec la loi RGPD européenne, Règlement général pour la protection des données. Ça les dérange. Ils sont dans la mouise. La cybersécurité, avec tous les dangers qu'il y a si on bascule en tout numérique, l'intelligence artificielle, donc les diverses intelligences, en tout cas les divers algorithmes qui puissent exister par la suite, le commerce et les services du carbone, la belle arnaque au carbone avec les moulis et compagnie, qui aiment bien se vanter, qui ont pris des millions à l'État, donc qui nous ont pris des millions à nous, Français, et qui ne rembourseront jamais. Ainsi que les produits et services énergétiques à faible émission de carbone. Donc là, on en revient sur la désindustrialisation de la France, sur le côté de sortir de toute cette émission de carbone. On parle de passer de 9 tonnes par Français à 2,9 tonnes, voire 2 tonnes. Je vous laisse imaginer toute la consommation en moins d'essence, de nourriture, donc de bœuf, de poulet, de ce que vous voulez. Là, c'est vraiment une limitation totale et un contrôle total. Plus de liberté. Et c'est pareil, on entend maintenant des ministres, notamment une ministre dont je n'ai plus son nom, mais j'ai retweeté, sur Twitter, j'ai mis un petit message, qui nous explique que, également dans notre production de contenu et dans notre consommation, en tout cas sur l'Internet, sur les réseaux, il va falloir être un peu plus souple. C'est-à-dire ne pas trop y aller. Essayer d'espacer nos consommations et surtout aller à l'essentiel quand on se connecte. Ça m'a rappelé ceci. Le lien de la France avec Singapour. C'est la une de The Economist, il me semble, en 2017, où vous avez Macron, et en dessous, vous avez Singapour, avec des sortes de coffres-forts, avec des sortes de dossiers verrouillés. Et aujourd'hui, on voit des associations justement pour ces villes connectées, et on voit tout de même derrière Macron une sorte de prison, à ciel ouvert, où c'est écrit ouvert, et où les gens sont en tout cas censés passer des portiques. Alors des portiques comment? Par rapport au pass sanitaire, au pass citoyen? Je sais pas, c'est une supposition. Derrière encore, on voit au niveau des taxes, c'est vraiment rempli. Vous voyez, même si ça bascule d'un côté, les taxes sont vraiment remplies. Vous avez plein de détails sur cette affiche, en tout cas, qui m'a fait penser à ça. Pareil pour l'énergie, tout ce genre de choses. Je vous laisserai analyser ça sur une prochaine vidéo ou dans les commentaires. Le projet donc de Smart City, Paris to Connect, passe une étape avec les Jeux Olympiques 2024 en vue. L'infrastructure intelligente est installée sur le trajet de 3,5 km identifié pour le projet de Smart City, Paris to Connect, ou Paris de Connect.
Les caméras vidéo et thermiques, lidar, capteurs sonores et capteurs de champs électromagnétiques prennent des mesures. L'ensemble de ces données sont renvoyées vers un guichet unique que le groupement à l'origine de ce projet souhaite ouvrir aux startups ou aux entreprises extérieures. Un appel à expérimentation est ainsi ouvert afin de trouver de nouveaux usages qui viendront côtoyer un robot autonome de logistique, des navettes autonomes ou encore des essais de priorisation au feu. Des expérimentations pourraient aboutir à des déploiements plus larges dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Et là, j'ai été un peu plus loin dans cet article et je vois notamment 9 lampadaires intelligents. Le groupement derrière ce projet, ATC France, Aximum, Nokia Group et le groupe RATP Signify, a travaillé en étroite collaboration avec la ville de Paris. 9 mâts bardés de capteurs ont été installés le long d'un parcours de 3,5 km allant de l'avenue Pierre Mendès France, de la gare d'Austerlitz à la gare de Bercy, en passant par la gare de Lyon. Ces mâts, dont la fonction première est d'éclairer l'espace public, sont également équipés de caméras thermiques et vidéo, d'un lidar, d'un capteur sonore et de capteurs de champs électromagnétiques permettant de contrôler l'exposition de la population aux champs électromagnétiques. Alors sur Internet, sur Twitter plus précisément, j'ai vu que de plus en plus dans des villes, il y avait des lumières bleues qui remplaçaient en tout cas les lampadaires classiques et les gens s'interrogeaient. Se demandaient est-ce que c'était des lumières, notamment des lampadaires avec des UV pour tuer les virus, ce genre de choses, si c'était des lampadaires euh, en tout cas émettant des ondes électromagnétiques. Ils se questionnaient, ils ne savaient pas, donc ils ont mis des messages. Pour l'instant, la seule réponse qui a apporté, c'est qu'apparemment, cette lumière-là permet de limiter les agressions. Ça, c'est ce qui est dit officiellement. Mais quand je vois qu'on nous parle de lampadaires intelligents, je commence à me poser la question. Sachant qu'on est quand même là sur un contrôle d'exposition des populations aux champs électromagnétiques, de caméras thermiques, de capteurs sonores, de pas mal de capteurs. Pourquoi au juste? Pour continuer vers cette création de dossiers citoyens, vers cet archétype d'un nouveau citoyen qui devra se comporter comme ça, sortir tant d'heures de chez lui parce que sinon il s'expose aux pollutions atmosphériques, il s'expose aux pollutions électromagnétiques, aux nanoparticules, aux particules ultra fines. C'est quoi en fait? On va se retrouver confiné, devoir sortir juste tant de temps avec une montre connectée pour surveiller sa santé, pas tomber malade, ou sinon on devra payer la sortie un peu plus cher. C'est quoi le but en fait? Je comprends pas. Je me questionne, je ne comprends pas. On nous dit en dessous, l'ensemble de ces informations sont remontées sur un guichet unique. Ce sont des données que le groupement souhaite mettre à disposition d'expérimentations qu'il juge pertinentes. Toute start-up et entreprise avec un projet intéressant peut postuler pour utiliser ces données ou cette infrastructure intelligente. Les partenaires mettent en avant le respect du RGPD, Règlement Général Protection des Données, qui entre en jeu pour les données personnelles, et par exemple l'exploitation des vidéos provenant des caméras. Cet appel à expérimentation est ouvert jusqu'au 26 novembre de cette année. Paris2Connect a mis en place de premiers cas d'usage pour montrer ce qu'il est possible de faire. Les caméras installées quai de la gare permettent à Parking Map d'analyser en temps réel les flux de circulation à ce niveau, de mieux connaître les types de véhicules qui circulent, être alerté en cas de dysfonctionnement ou de congestion. Le groupement réfléchit également à établir une analyse similaire grâce aux capteurs sonores. Incroyable! Donc on nous met dans les villes non plus des capteurs sonores uniquement pour l'insécurité, on va nous mettre des capteurs sonores. Pourquoi? L'idée est de transformer le son en information. Distinguer les voitures des roues, les véhicules thermiques, des véhicules électriques, etc. Donc, de faire des statistiques en disant, là dans la ville, on a tant de voitures thermiques qui circulent, et il faudrait plus de voitures électriques, on a des diesels encore qui sont là, non, il faut les bannir. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait, là, c'est
Là, ça fonctionne. C'est vrai que du coup, pendant quelques secondes, ça a coupé parce que en fait, je pensais avoir activé le micro, ce qui n'est pas le cas. Je disais, le like est gratuit, le partage est encore gratuit. Qu'attendez-vous pour partager le contenu, pour liker, pour commenter? Je salue Moon, je salue également Faluna ou encore Colompe ou Triadou qui me dit micro. Évidemment, on n'était plus sur le micro, donc je réitère mon message. Vous likez, vous partagez, vous êtes nombreux, vous avez des proches. Hier, on m'a entendu intervenir chez Bassem. Plus de 7 000 personnes en direct qui ont apprécié ce que j'ai produit. Et à mon avis, ça va être remis sur la chaîne de Bassem, un Bassem TV ou Bassem quelque chose de ce type. Vous allez avoir mon contenu, mon intervention qui va être chez lui. Il m'a cité parmi les pseudo-génies, parce que je ne suis pas un génie, je suis uniquement un bon lecteur, un bon reproducteur d'informations. En tout cas, il a mon numéro. Le numéro est sélectionné. Il y en a certains qui essaient de me contacter en privé, ça sert à rien. Mon numéro, il est privé. Mais mon passage chez Bassem va ressortir quoi qu'il arrive. J'en suis quasiment sûr. Il m'a cité parmi les 5 noms qui sont sélectionnés pour un direct spécial. Donc là, dans la journée ou peut-être demain, je vais sortir un direct sur tous les imposteurs du net. Ok. Et mercredi, vous avez un vrai frérot qui sera là. Une personne qui doit être suivie, une personne qui doit soutenir, enfin en tout cas qui doit avoir du soutien, qui doit être soutenue, donc que vous devez soutenir, ces documents rares et inédits. Je vous laisse avec la suite du direct, bien évidemment, on reprend de suite. Mais encore une fois, ne vous en faites pas, on est informé, on a de l'intelligence, on partage et on sait qui sont les faux et qui il faut dénoncer. Ça se referme. Et les gens, ils comprennent pas. Et ils comprennent pas parce que de plus en plus, les capteurs sont dissimulés. C'est plus des caméras que tu vois, c'est pas des grandes bornes. Non, on est en train de parler de mâts qui se mettent bien dans le décor, dans le mobilier urbain. On a autre chose, encore un petit robot autonome de logistique urbaine conçu par le français, donc qui est Teenswheel. Alors encore une fois, un français avec un nom anglais et qui est donc également présent devant le ministère de l'économie et des finances, bardé de capteurs, caméras lidar, capteurs ultrasons et GPS. Le robot circule de façon autonome sur un parcours prédéfini, sur une zone préalablement cartographiée et fermée aux autres usagers. Donc là, c'est quoi? Ça va servir à quoi? À dire qu'on est sorti de chez nous alors qu'il y a un confinement, à renseigner des touristes. Donc il n'y aura plus de lien humain, ils n'iront plus demander aux gens, non, ils auront Nono, le petit robot qui passe, c'est ça? Moi, ça me fait un peu penser à ça, en fait. Ce qui suit là. Le chien robot dans le métro de Montréal, et qui est le chien de Boston Dynamics, qui est développé et déployé de plus en plus aux États-Unis. Mais nous, en France, ça passerait mal, là. Les gens, ils gueuleraient s'ils verraient ce sorte de chien robot dégueulasse, là, qui marche, qui est muni d'une caméra, pourquoi pas demain d'un, d'un micro, ou encore de sonos pour dire hop, 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 vous devez passer là, ou le pont est fermé, vous voyez ce genre d'informations, en fait. Et pour l'instant, on essaye de nous emmener un truc un peu plus bidon, qui ressemble un peu à moitié un van aménagé pour partir en vacances, un peu au camion de pompier en version miniature. Vous voyez le petit truc en mode, oh c'est cool ça, c'est plutôt joli. Voilà. C'est ça. C'est ce à quoi il nous emmène. Et également, le système de priorité au feu. Paris2 Connect teste un système de gestion des priorités à un carrefour. Une expérimentation qui pourrait déboucher sur un déploiement plus large à l'occasion des JO 2024. En gros, des feux rouges qui deviendraient verts et de l'autre côté qui deviendraient rouges parce qu'il y a plus de personnes à faire circuler d'un côté. Mais ça veut dire qu'en gros, on est en train de les connecter à un réseau. J'imagine même pas si ça hacké. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, maintenant, c'est déjà automatisé, ils ont une sorte de minuteur, donc si vraiment quelqu'un est malveillant, il peut s'y rendre. Oui, mais il peut s'y rendre sur une petite échelle. Il peut pas s'y rendre, enfin, il peut pas pirater toute la ville comme ça. Je continue. Une unité de bord de route peut dialoguer avec les contrôleurs situés au poste de commandement de l'UTS afin de leur signaler l'état des feux, le temps avant qu'ils ne changent de couleur. L'avantage de ce système, par rapport au système de priorité aujourd'hui utilisé pour les bus, est qu'il est universel et peut fonctionner avec des véhicules connectés sans qu'il soit nécessaire de les équiper d'une infrastructure nouvelle. Donc là, il y a aussi l'idée, par exemple, de camions de pompiers ou de SAMU ou de d'autres services, en tout cas de santé, hospitaliers et compagnie, qui, par leur intervention, pourraient se voir directement automatiser toute une voie, tout un couloir, sans avoir de feu rouge. Ce qui limiterait du coup
le temps d'attente pour le patient qui doit se faire soigner. Je pense à ça en tout cas, même si c'est pas décrit. Le but est de détecter également les véhicules identifiés comme étant prioritaires avant leur arrivée au feu rouge, ou au feu en tout cas pour maintenir plus longtemps le feu vert ou le faire passer au vert si le rouge. Ouais, donc ça rejoint ce que j'ai dit, hein. Les ambulances et voitures de police pourraient être qualifiées de prioritaires comme des véhicules transportant des sportifs à l'occasion des JO 2024. Et enfin, une navette autonome. Donc là, ça y est, hein, la RATP, il y en a marre de ces employés qui se plaignent trop parce qu'ils n'ont pas assez. C'est automatisé, robotisé. La RATP entend également bénéficier de cette infrastructure intelligente dans le cadre de son expérimentation de navettes autonomes qui doit relier les trois gares, gare de Lyon, gare d'Austerlitz et gare de Bercy. L'opérateur espère débuter ses tests en novembre pour accueillir les premiers voyageurs avant la fin de l'année. Le but de cette expérience n'est pas que l'infrastructure communique directement avec la navette, mais que des informations soient transmises à un opérateur à distance. Par exemple, si la route est engorgée l'opérateur pourra prévenir les passagers que le temps de parcours est rallongé et proposer des alternatives. Si un véhicule prioritaire arrive, comme une ambulance, il est possible d'adapter la vitesse de la navette pour laisser passer ce véhicule. Si un attroupement a lieu sur le trajet de la navette autonome, l'opérateur peut choisir de supprimer cet arrêt jugé trop dangereux. Pour l'instant, l'opérateur à distance prendra des décisions. Donc l'opérateur à distance qui est humain, lui restera encore sur les décisions finales. Il est nécessaire de bien appréhender les différents cas d'usage qui peuvent se présenter. Mais à terme, le but semble d'automatiser ce type de décision et que l'infrastructure communique directement avec le véhicule autonome. Autre exemple, la métropole de Bordeaux qui possède un pôle dédié à la Smart City rattaché à la direction générale de la métropole. Elle a pu mettre en place dès 2018 un projet dans le quartier proche du nouveau stade Matmut Atlantique. L'objectif était d'installer un réseau de plus de 200 capteurs IoT, donc de l'Internet des objets, auquel nous avons dédié un article. Donc là, je pourrais certainement vous mettre le lien pour que vous alliez le consulter. Pour gérer l'éclairage, donc ces capteurs servent à gérer l'éclairage public, la recharge des véhicules électriques ou encore optimiser et surveiller la consommation électrique des équipements urbains. Le projet inclut également l'installation de 3 poubelles intelligentes afin d'optimiser, là encore, les tournées des services de récupération des ordures et ne les faire passer que lorsque les poubelles sont pleines, pour économiser de l'énergie et éviter de polluer avec le CO2, le carbone. La ville a su s'illustrer à la fois sur ses structures, mais aussi sur ses technologies selon les informations récoltées par l'IMD. On est dans des applications qui peuvent être intéressantes. Sur le ramassage de poubelles, pour les pompiers ou encore les policiers, les faire passer en urgence. Donc vous doutez bien que de lutter contre ceci va être compliqué. Parce qu'en soi, encore que on ait les feux rouges qui soient automatisés, pourquoi pas, et qu'à tout moment on puisse rendre un accès. Qu'on commence à avoir des navettes autonomes, là ça me dérange, parce que là on robotise le travail d'un humain. Qu'on arrive également à des équipements urbains, alors que ce soit pour la surveillance ou autre, ça me dérange aussi. Parce qu'en fait c'est la loi, c'est la justice, c'est même pas la loi. La loi elle est là, il y a un cadre. C'est la justice, avec ses magistrats, procureurs et compagnie, qui laisse ces voyous s'en sortir. Créer du chaos dans nos villes. On a également l'une des villes, des smart cities, les plus popularisées, en tout cas les plus connues. Parmi les plus connues, c'est Neom. Vous avez donc Neom la ville et Neom the line. Vous avez 2 projets de villes. Ça, c'est des villes futuristes qui nécessiteront certainement des dizaines d'années de développement, ou pour l'instant en tout cas, je ne souhaite pas spéculer dessus, mais on pourra revenir bien évidemment sur ceci par la suite. Et enfin, si tout se passe bien, on se retrouve mercredi à 14h30. Notez bien, mercredi à 14h30 pour une interview avec documents rares et inédits. Ça durera peut-être 2 heures, je pense. Il se présentera. Il y a des questions qui sont préparées, que ce soit sur sa lecture de contenu, sur le côté ésotérique aussi, sur le côté spirituel, sur le côté de l'argent, sur le nouvel ordre mondial, sur la société, sur la propagande, sur plein de sujets. Vous allez voir, ça va être enrichissant, et pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, vous allez découvrir une formidable personne. Vous allez également pouvoir consulter sur sa chaîne ou sur son site ses contenus, ses lectures d'articles, ses analyses, ses vidéos, qui sont à côté aussi de temps en temps, des fois pour amener une théorie.
En tout cas, j'espère que vous serez nombreux. À très bientôt, c'était Vérité à venir.